La situation sécuritaire reste au cœur de plusieurs sujets d'actualité en République démocratique du Congo comme à l'extérieur du pays. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7, votre magazine qui décortique l'actualité de la semaine qui reste dominée par la situation sécuritaire. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir pour la toute première fois sur ce plateau de Info 7, Dr Silas Mimile Makangou, qui est professeur en relations internationales. Et c'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très, très bien. Alors, docteur Silas, vous suivez de près la situation sociale en République démocratique du Congo, politique. Quel est votre regard de la situation actuelle en RDC? Vous savez, madame, il y a monsieur Frédéric Ratzel qui est présenté comme un des pères de la géopolitique. Il pensait qu'un État était avant tout une entité vivante. Et en tant que tel, un État né, un État grandi, passe par des soubresauts, par différentes situations. Un État peut cesser d'exister, un État peut mourir ou encore un État peut s'améliorer. Et par rapport à cette perception des choses, je pense que l'État congolais aujourd'hui, notre cher État, est en train de traverser une des périodes les plus difficiles, mais aussi les plus déterminantes. Le tout dépendra de la manière dont nous allons négocier ces virages pour déterminer ce à quoi ressemblera l'avenir. Et là, c'est sur quel plan politique, sur le plan politique d'abord. Sur le plan politique, oui. Parce qu'on aime bien traiter les questions sécuritaires sans comprendre que les questions sécuritaires sont généralement conséquentes ou tributaires aux actions ou encore à la manière, à la gouvernance politique qui a été soit bonne, moins efficace ou mauvaise. Donc, traiter les questions sécuritaires sans remonter aux causes politiques serait vouloir mettre la charrue avant le bœuf. Alors, en rapport avec les causes politiques, qu'est-ce que vous avez remarqué? Bon, je pense que nous avons accumulé plusieurs mots. Nous avons plusieurs mots? Oui, plusieurs et mots. Eh bien, écoutez, nous n'avons jamais réussi. Depuis notre accession à l'indépendance, nous n'avons jamais réussi à définir une politique qui soit propre à nous, qui définisse notre identité, qui définisse notre vocation, mais aussi qui définisse les manières par lesquelles nous sommes censés coopérer avec le monde. Et pourquoi cet échec? Parce que vous dites qu'on n'a jamais réussi, le Congolais, donc la RDC aujourd'hui, personne qui soit intellectuellement honnête vous dira c'est quoi la vision politique de la RDC. Personne ne vous dira c'est quoi la politique étrangère de la RDC. Personne ne vous dira quel est le rôle que le Congo voudrait jouer dans l'espace international. C'est vrai, à l'époque du maréchal Mobutu, nous avons joué un rôle combien déterminant, mais ce qu'il faudrait rappeler ici à l'opinion publique, ce rôle n'a pas été défini par les aïrs de Mobutu ou par le maréchal Mobutu lui-même, mais c'était un rôle qu'il a eu à jouer par procuration, c'est-à-dire dans le contexte de la guerre froide, on a estimé qu'il fallait donner à Mobutu un rôle à jouer pour pouvoir contrecarrer l'avancement du socialisme au niveau de l'Afrique. Ainsi, on lui donne et les moyens politiques, et les moyens militaires, et les moyens diplomatiques pour pouvoir jouer ce rôle-là. Ce qui fait qu'une fois que l'on va démanteler les blocs soviétiques, et une fois que la guerre froide prendra fin, étant donné que la configuration internationale a changé, on n'avait plus besoin de Mobutu. Il a été lâché. Et pourquoi depuis ces lâchements, pourquoi depuis ces retraits? Alors dites-nous les pourquoi. Vous dites? Dites-nous pourquoi. Parce que après cela, vous allez constater qu'après la reconfiguration du monde international en 90, lorsque le bloc soviétique est démantelé, vous allez vous rendre compte que nous commençons à naviguer à vue. Pourquoi nous commençons à naviguer à vue? Parce que déjà au préalable, nous n'avions pas un plan propre à nous. Mais qu'est-ce qui a manqué? Et avant de continuer, qu'est-ce qui a manqué au pays, à la RDC, pour rater ce bon départ? C'est parce que déjà dès le départ, ici il faut jeter des fleurs à nos pères de l'indépendance, mais il faudrait aussi dire ici qu'on a cru que l'indépendance était le but, alors que l'indépendance devait être un des préalables.
Voyez-vous, on a... Donc l'erreur est partie de là? L'erreur est partie de là. Nous n'avons jamais décidé quel rôle nous voulons jouer. Nous n'avons jamais décidé, parce qu'en relation internationale, madame, le pôle qu'occupe un État dans la sphère, dans l'espace international, est déterminé par les rôles qu'il s'assigne. Quel est le rôle que nous voulons jouer? D'abord au niveau de la région des Grands Lacs, quel est le rôle que nous voulons jouer au niveau du continent africain, quel est le rôle que nous voulons jouer dans l'espace international? Voyez-vous? Or, lorsque nous considérons déjà la situation géographique et naturelle, il y a des indicateurs qui nous montrent que le Congo n'est pas fait pour être un État suiveur, mais le Congo est fait pour être un État leader. Mais pour partir de la posture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une posture d'un État faible, d'un État bébé, d'un État assisté, d'un État évanoui, pour shifter vers ce leadership vocationnel qui est le nôtre, il faudrait, madame, que nous puissions nous asseoir et réfléchir sur quel rôle voulons-nous jouer. Lorsque nous définirons le rôle que nous voudrions jouer, c'est alors que nous allons aussi assigner à notre armée, par exemple, sa vocation. Alors, docteur Silas, permettez-moi quand même de poser donc cette question. Qui doit être tenu aujourd'hui comme responsable de ce mauvais départ de la République démocratique du Congo? Il faudrait reconnaître ici que les premiers responsables sont ceux-là qui se sont battus pour notre indépendance. Je ne voudrais pas les mettre sur un banc des accusés, je ne voudrais même pas vous voulez parler de mener. Cette génération qui a considéré au départ que l'indépendance était une fin en soi, mais cette attitude est révélatrice de ce que nous sommes Congolais au fond de nous. C'est ainsi que vous allez par exemple vous rendre compte, lorsqu'on va aller à la conférence nationale souveraine, on a voulu faire de la conférence nationale souveraine une fin en soi, un lieu, un tribunal, mais sans pour autant comprendre que la conférence devait être perçue comme étant un moyen. Nous allons aux différentes élections. Lorsque le Congo organise les élections, vous allez même entendre dire que nous avons réussi à organiser plusieurs élections, mais est-ce que l'organisation des élections était le but ou bien l'organisation des élections devait être un moyen pour aboutir à un idéal? Pourquoi? Parce que là, nous tombons dans ce qu'on appelle, l'électocratie, c'est-à-dire que nous devenons un État électocrate, dont les cahiers de charges ne consistent qu'à organiser les élections. Les élections se sont bien passées, il y a eu beaucoup de participants, voilà, il y a eu tel qui a gagné, tel qui a échoué. Il y a eu des contestations également. Il y a eu des contestations, voilà. Mais alors que les contestations, ou encore plutôt l'organisation de l'élection, ne devait pas être perçue comme l'idéal, mais plutôt comme un moyen de conférer la légitimité à un groupe d'individus pour accomplir ce qui a été adopté dans les cahiers de charges, ce qui a été adopté comme vision nationale ou vision étatique. Et cela, madame, est d'une importance capitale. C'est-à-dire, nous confondons le moyen et la finalité. C'est-à-dire, pour nous, le moyen, nous le considérons comme étant une finalité et nous pensons que la finalité devient le moyen. Et c'est ça notre péché. Ce n'est pas seulement le péché de perdre l'indépendance, mais de tous ceux qui sont venus même après, tous ceux qui ont eu à exercer une fonction. Donc ceux qui sont venus même après 1960. Après 1960. Jusqu'à ce jour. Voilà, jusqu'à ce jour. Alors maintenant, comment peut-on recadrer ces tirs pour que les... En fait, le Congo est malade de sa vocation. Est malade de sa vocation. De sa vocation. Le Congo ne sait pas définir quelle est sa vocation. Madame, aussi longtemps qu'un État ne sait pas définir sa vocation, cet État ne sait pas se construire une armée. Pourquoi? Parce que même la construction, ou encore la construction d'une armée, je parlerai ainsi, doit répondre à la vision politique qu'un État veut accomplir. Voulons-nous être le maître du continent africain? Alors il faudrait constituer une armée qui soit en adéquation avec les ambitions géopolitiques que nous voulons exercer. L'économie que nous voulons avoir devrait aussi répondre. Quel type d'économie voulons-nous avoir? Madame, la Chine aujourd'hui est ce qu'elle est parce que la Chine a commencé depuis plusieurs années à comprendre quel était son rôle à jouer et quel était le pôle qu'elle veut occuper.
et comment est-ce qu'elle voudrait se comporter par rapport aux autres nations. Alors, docteur Silas, c'est là où vous avez évoqué l'aspect sécuritaire en parlant de l'armée, mais aussi l'économie du RDC. Aujourd'hui, il y a quand même deux voix dans l'opinion congolaise qui s'élèvent pour dire que vaut mieux encore l'armée du temps de Mobutu, qui était performante, mais également en son temps, l'économie de la RDC était quand même à une taille acceptable. Et aujourd'hui, la situation s'est dégradée. Est-ce que là, faudra-t-il toujours parler de responsables comme les pères de l'indépendance? Non, non, madame, il ne faut pas... Alors, que répondez-vous à ces personnes? Faut pas me mécomprendre. Je ne suis pas en train d'accuser le père de l'indépendance comme étant le seul responsable, mais je crois que notre élite, alors expliquez-nous. C'est-à-dire depuis l'accession de l'indépendance, je vous donne un exemple simple. Du 20 janvier au 20 février 1960 va se tenir à Bruxelles la table ronde politique. Et c'est pour la toute première fois que l'on va voir une certaine unanimité autour de la classe politique à la table ronde. Il y a même le participant. Lumumba n'étant pas sur place, les participants ont exigé la présence physique de Lumumba, sinon ils vont boycotter la tenue de cette conférence. Ça c'est une prouesse, ça c'est un élan à encourager. Ils sont tous là, toutes les grandes figures de la politique de l'époque. Mais remarquez qu'au mois d'avril jusqu'au mois de mai, se tiendra cette fois-ci la table ronde économique. Vous allez remarquer qu'à peine 15% des figures qui ont été à la table ronde politique, il y a à peine 15% qui sont revenus à la table ronde économique. Pourquoi? Parce que la classe politique congolaise de l'époque avait accordé plus de l'importance à la table ronde politique qu'à la table ronde économique. Oublions qu'un État est réellement indépendant, que pas parce qu'il est indépendant politiquement, mais aussi parce qu'il a le pouvoir de s'autodéterminer sur le plan politique et économique. Le président John Fitzgerald Kennedy disait que c'était une aberration en 1960 déjà, et c'était une aberration pour un État de prétendre être indépendant politiquement si économiquement il ne l'est pas. Ma question demeure, cette dégradation au niveau politique, au niveau même de l'armée également, et même économique. Jadis on parlait des grands... Alors, vous parliez madame, de l'armée du maréchal Mobutu. Exactement. Je pense qu'il faut contextualiser les choses. Et aussi, si nous jetons un regard assez critique sur l'histoire de nos forces armées, je vais ici vous inviter à lire un merveilleux livre écrit par le général Ilunga, où il parle de l'histoire des forces armées, depuis les forces publiques jusqu'aux forces, au FARDC. Au moins, les téléspectateurs que nous suivons vont comprendre qu'en son temps, l'armée avait quand même des capacités qu'il fallait. L'armée avait des capacités. Ici, madame, je voudrais vous parler comme quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de nos forces armées. Et je vous choquerai peut-être, je vous décevrai que le Zaïre, lorsqu'il a eu une armée forte, cette armée avait encore sa force découlée de l'héritage qu'il a eu des forces publiques. Parce que l'armée la plus disciplinée, la plus républicaine que nous avons eue dans l'histoire de ces pays, ce sont les forces publiques tenues par le Belge. Le maréchal Mobutu a bénéficié pendant un bon temps de cette discipline laissée par l'armée, les forces publiques dirigées par les Belges. Mais lorsque on arrive déjà au milieu des années 70, les premières fissures au sein de l'armée zaïroise vont commencer à se manifester. Et il faudrait dire ici, si ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est arrivé, c'est aussi parce que lorsqu'il y a eu coup d'État, assassinat du président Juvenal Abiyarimana en 1994, et qu'on va déporter les réfugiés sur le sol zaïrois, à cette époque-là, madame, Mobutu n'a plus d'armée, les Zaïre n'a plus d'armée. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé parce que lorsque les réfugiés arrivent sur le sol zaïrois, ils trouvent une armée conduite par des affairistes. Chaque général de l'armée de Mobutu avait soit un port qu'on appelle le Libongo, soit prenait les moteurs. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons qu'il faudrait très vite construire une armée. Mais pourquoi nous avons du mal à construire une armée? Parce que nous n'avons pas encore défini quel était notre rôle, quel rôle nous nous assignons, quel pôle voulons-nous occuper dans la politique africaine, quelle position, quelle vocation géopolitique et géostratégique nous voudrions nous assigner en tant qu'État. On revient sur ce débat juste après ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine.
avec qui nous étions samedi soir ici pour vous faire le premier bilan du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous le joug de ceux qui les ont massacrés impunément. Très bien, vous. Ça va? Voilà, ça va? On ne s'est pas vu depuis l'année. Voilà, on ne s'est pas vu. Et tout 2024, nous sommes là dans le cadre des consultations qui ont été déjà annoncées depuis hier. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayoulou pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par des mécanismes qui leur sont propres. Nous avons mis en exergue nos valeurs des Ubuntu ou des Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour révisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Donc nous n'avons pas renoncé à notre démarche initiale, c'est plutôt la démarche qui nous amène à cet aboutissement. Docteur Silas Mimile, tantôt vous aviez dit, avant qu'on ne suive ces éléments, qu'il est temps qu'il y ait un dialogue, que tout le monde se retrouve autour d'une table pour réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire quand vous faites cette proposition? Madame, vous savez, ce qu'il faut aider à l'opinion publique, à l'opinion nationale à comprendre, c'est qu'il faut dédiaboliser la notion du dialogue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut jamais considérer le dialogue comme étant une faiblesse en soi. Je pense que pour les grandes démocraties, pour un État aussi composite comme le nôtre, avec autant d'ethnies, avec autant de partis politiques, avec autant de discours divergents en interne, sans compter le convoitise que nous sommes en train de subir venant de nos voisins, je pense qu'il faudrait de temps en temps comprendre qu'il y a nécessité de se rencontrer en intérieur et de pouvoir dialoguer. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont des attaques venant de l'extérieur. De l'extérieur. Un royaume divisé contre lui-même, l'a dit Jésus-Christ, ne peut donc pas subsister. L'union
pour nous en tant que Congolais, quelles que soient nos obédiences politiques, quelles que soient nos confessions religieuses, quels que soient nos agendas. Parce que la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui est en train de menacer non pas un régime ou une institution, mais elle est en train de nous menacer en tant qu'État. C'est notre survie, c'est notre existence qui est mise en jeu. Et qui doivent se retrouver autour de cette table? Et donc, madame, puisque nous n'avons pas réussi à résoudre cette question du point de vue militaire, puisque nous Là, vous parlez de la question sécuritaire? En effet, puisque nous n'avons pas réussi à résoudre la question sécuritaire du point de vue militaire et que nos prouesses diplomatiques ne nous ont pas amenés au résultat escompté, je pense qu'il faudrait avoir de la hauteur et de l'humilité au même moment pour comprendre qu'il y a lieu de pouvoir parler. Parler ne signifie pas simplement qu'à la fin, on doit aboutir au partage des gâteaux, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faudrait être conséquent. On ne doit pas être complaisant et on ne doit pas être arrogant. La situation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas à notre avantage. Et l'évolution du monde international, madame, ne se fait pas aussi à notre faveur. Nous devons être conséquents pour nous regarder droit dans les yeux et dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Qui doivent dialoguer, qui doivent se retrouver autour de les Congolais de tous bords, madame. C'est-à-dire quoi? Les Congolais de tous bords. Et ici, je ne parlais pas que de la classe politique. Parce que la classe politique a aussi montré, par exemple, ses insuffisances quant à la gouvernance et quant au management des grandes questions liées à la vie publique, mais aussi aux questions internationales. Ces dialogues voudraient aussi dire que les politiques, que l'élite politique apprennent aussi à écouter les savants, à écouter les scientifiques. Vous savez, madame, l'élégance politique voudrait que ceux qui ont la charge de diriger les institutions ne se croient pas être beaucoup plus affûtés ou beaucoup plus équipés intellectuellement pour résoudre les questions de la République. Une République est un ensemble vraiment composite avec diverses branches et ainsi de suite. Ce qui signifie que lorsque nous parlons du dialogue, ce dialogue-là devrait nous conduire à trouver une feuille de route, un cahier de charges qui nous permettrait de mettre fin à une situation qui a plus que duré 3 décennies. 3 décennies durant lesquelles nous avons tenté plusieurs formules qui ont prouvé leur insuffisance. 3 décennies durant lesquelles nos gouvernances n'ont pas permis à résoudre cette question. Il n'y a pas que cette question sécuritaire, mais il y a aussi la question d'ordre social. Mais il y a aussi cette nécessité, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir définir quelle est la posture que nous devons tenir face au monde international, afin que ce monde ne continue pas à nous considérer comme un espace libre où on peut imposer sa volonté, où on peut dicter son agenda. Et pour cela, nous avons d'abord besoin d'être forts en interne. On ne peut pas être une puissance en externe si en interne on est parasité par des petites questions qu'on aurait pu résoudre par humilité. Alors, docteur Silas, à vous entendre, c'est comme si vous prenez un peu quelques mots du président de la République qui n'a cessé d'appeler à l'unité. Alors, dans le contexte actuel où chaque politique a ses ambitions, d'ailleurs, vous avez quand même rappelé qu'en son temps, il y avait l'unité du peuple congolais de toutes tendances qui se sont retrouvés autour d'une table et qui ont parlé. Est-ce que vous pensez que cette proposition va tenir à l'ère actuelle où chaque politique à son agenda? Madame, je crois que le président de la République n'a plus à appeler à l'unité, mais plutôt à construire l'unité. À construire l'unité. À construire l'unité. Qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, les discours ne suffisent pas. Il n'y a aucun peuple qui soit uni naturellement. Il n'y a aucun peuple qui soit traître naturellement. Il n'y a aucun peuple au monde qui soit naturellement patriote. Les patriotismes, la traîtrise, l'unité, ce sont des chantiers. Et comme tout chantier, il faudrait un plan avant de se lancer dans les travaux. Comme tout chantier, il faudrait savoir à quoi servira l'infrastructure. C'est-à-dire, lorsqu'il est question de l'unité, il faudrait que les dirigeants politiques considèrent l'unité non pas comme un luxe ou un simple programme politique, mais plutôt comme un des préalables. Madame, nous avons 9 voisins qui n'ont que comme dénominateur commun l'instabilité et la précarité. Aucun de nos 9 voisins peut prétendre aujourd'hui être un État à une économie émergente et stable.
Ce sont tous des bombes à retardement. Et vous savez, ce qui nous arrive aujourd'hui n'a pas commencé chez nous, mais ça a été exporté du Rwanda en 94 vers chez nous. Vers la RDC. Vers les Zaïre à l'époque. Okay? Aujourd'hui, RDC. La RDC. Donc, ce qui signifie, nous avons intérêt, non pas seulement à vouloir, à ambitionner l'unité, mais il faudrait construire l'unité. Et l'un des éléments qui cimente l'unité, c'est les discours. Éviter tout discours d'exclusion, surtout en des moments comme celui-ci où il faut mobiliser, galvaniser la population et son élite pour la faire comprendre que nous sommes face à un danger qui menace notre existence en tant qu'État. Il faudrait un discours qui n'exclut pas, un discours qui se tient autour, non pas d'une institution, mais autour de la République. Vous savez, madame, il y a possibilité de construire l'unité aussi en faisant voir aux autres ce qu'ils gagnent dans cette unité. Il ne faudrait pas que l'appel à l'unité nationale donne l'impression aux aigris, donne l'impression à ceux qui sont encore hésitants qu'en devenant unis, nous sommes en train de renforcer un groupe. Oui, voilà pourquoi je disais qu'il faudrait construire cette unité. Mais c'est bien, docteur Silas, c'est bien cette proposition. Mais comment faire pour mettre d'accord tout le monde, ceux-là déjà qui ont déjà, il faut savoir que... Et surtout que nous connaissons que les RDC est infiltré et que plusieurs personnes aujourd'hui veulent être chefs, prendre la place. Plusieurs politiques, la place de Félix-Antoine Tshisekedi. Comment mettre ces personnes d'accord pour dire, bon, on doit regarder l'intérêt de la République démocratique du Congo, dès lors que jusqu'aujourd'hui, nous avons une classe politique, pour ne pas citer, par exemple, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabongé, qui garde son silence. Je ne voulais pas aller dans les considérations très personnelles. Je pense que... non, mais vous avez besoin de cette unité, mettre tout le monde d'accord, se retrouver autour d'une table. Il faudrait que nous soyons unis. Mais unis ne signifie pas que les uns et les autres abandonnent leurs ambitions. La fonction du président de la République dans tous les pays du monde est la fonction la plus convoitée. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont prêts à... Mais ailleurs, les politiques mettent quand même en avant l'intérêt de tous, l'intérêt du peuple congolais. Ou l'intérêt de leur peuple, voilà. Je n'en disconviens pas. Là, je disais parce que vous avez dit que la fonction, le président est convoité, tout le monde voudrait être à sa place. Le président lui-même le sait. Il sait qu'il occupe la fonction la plus convoitée dans la République démocratique du Congo. Si on ramenait la garantie ou encore l'argent, le montant qu'on demande à la CENI pour postuler à la présidentielle, si on les ramenait à 5 000 $, madame, rassurez-vous qu'on aura 20 000, 30 000 candidats qui voudraient être président de la République. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi, à ce niveau, il a besoin que l'on prie pour lui, il a besoin qu'on l'encadre, il a besoin qu'on le conseille. Pourquoi? Parce que lui seul, à cette position, sa signature et ses décisions ont une grosse incidence sur l'avenir de la population et de l'État tout entier. Parlant de l'unité, je pense que le moment est crucial. Il faudrait que les uns comme les autres apprennent à taire momentanément leurs ambitions, à mettre dans les tiroirs leurs projets et leurs agendas, parce qu'il y a un péril en la demeure. Il faudrait sauver la République. Mais en invitant les autres, il faudrait aussi que ceux qui sont aux manettes du pouvoir tiennent une posture, tiennent un discours qui rassure, que vous ne le faites pas pour nous réconforter, nous. Madame, ce que je vous dis ici, je le dirai si j'ai l'occasion de voir le président de la République. Parce que cela va aussi de son intérêt en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, garant de l'intégrité territoriale. Il faudrait que ceux qui viennent trouvent dans leur démarche, mais aussi dans l'invitation que leur lance le dirigeant des institutions, que ce n'est pas pour mettre de l'eau dans le moulin de nos partis ou de notre positionnement, mais plutôt pour mettre fin à cette crise que nous sommes en train de subir. Nous allons nous regarder droit dans les yeux, nous allons taire nos divergences pour un moment et nous allons d'abord sauver la République. Il y a un proverbe, madame, un proverbe africain, j'aime bien évoquer, qui dit ceci: on ne poursuit pas les rats lorsque la case est en feu. Lorsque la case est en feu,
on fait plutôt, on ne poursuit pas les rats pour les tuer. C'est une distraction. Il faut sauver le meuble. Il faut sauver les habitants. Il faut sauver les enfants. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ça le contexte même de la RDC? En effet, nous sommes face à une crise, madame. Il ne faut pas les méconnaître. Madame, vous ne pouvez pas guérir un mal que vous ne voulez pas diagnostiquer. Et ça a toujours été ça les problèmes avec la RDC. Très complaisant dans l'analyse. Nous sommes très complaisants dans nos analyses. Nous voulons bien guérir la surface, gratter la surface et dire voilà, nous avons guéri. Madame, vous ne devez pas casser les thermomètres pour faire baisser la fièvre. Parce que ce n'est pas le thermomètre qui est à la base de la fièvre, mais le thermomètre ne fait que vous révéler la fièvre. Or, la fièvre elle-même aussi n'est pas une maladie. La fièvre elle-même aussi n'est qu'un symptôme d'une infection. Ce qui signifie que l'élite congolaise, la classe politique et même la classe scientifique devraient de temps en temps s'asseoir pour se poser la question: quel est notre véritable problème? Est-ce simplement la jalousie des voisins? Est-ce simplement le mauvais agenda de la communauté internationale? C'est-à-dire départir les responsabilités de tout un chacun et proposer des solutions pour que cette crise qui a trop duré, trop de morts, madame, il faudrait y mettre fin. Alors, docteur Silas, est-ce que vous voulez dire ici que vous êtes d'accord avec la démarche de l'ECC Senko qui propose aujourd'hui un pacte social pour la paix, le vivre ensemble dans la région du Grand Lac? Je ne dirais pas que je suis très d'accord avec cette démarche, mais c'est-à-dire qu'en partie vous êtes d'accord avec cette démarche? J'apprécie d'abord leur courage. À quel niveau? J'apprécie leur courage, madame. Ils ont été audacieux. Ils sont sortis de leur cage. Ils sont sortis en dépit de toutes les tractations politiques pour proposer. Et ce qu'ils ont fait, j'encouragerai aussi les autres structures de la République à le faire, à proposer. Ok? Aussi, pour que cette démarche n'engendre pas une souris. Ok? Au regard de... N'engendre pas une souris. Voilà, au regard de ce que j'entends dans l'opinion publique. Et qu'est-ce que vous entendez? Non, parce qu'il y a certaines branches politiques qui estiment que les démarches de l'Église catholique ont été souvent en l'encontre des ambitions du régime en place. On considère l'Église catholique comme étant l'extension de l'opposition politique, ainsi de suite. Donc, ceux qui reprochent cette posture à l'Église catholique devaient proposer une alternative. Mais madame, je l'ai dit, si nous ne parvenons pas à nous mettre, nous Congolais, autour d'une même table avec un arbitrage congolais, la communauté internationale nous imposera un arbitrage extérieur. Et pour cela, nous devons faire preuve de maturité pour ne pas tomber dans ce qu'à l'époque, Abdou Diouf, je crois, c'est Abdou Diouf, disait de nous que nous étions, la classe politique congolaise était une classe politique immature. Et nous devons faire preuve, nous devons à un moment donné prouver à la face du monde que nous sommes une nation composée de hommes et de femmes matures, capables de laver les linges sales en famille, capables de gérer leurs problèmes par eux-mêmes. Si nous ne sommes pas d'accord avec la CNC, la CNCO et les CC, alors proposer une autre alternative. Mais moi, j'espère, je souhaite à ce que l'arbitrage soit mené en interne par une personnalité congolaise ou une structure congolaise. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. L'heure est très grave, Madame Noëlla Kambadja. Ainsi, nous vous disons, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, ne capitulez pas, donc boycottez avec force les pourparlers de la Tanzanie de ce vendredi, samedi 7 et 8 février 2025 entre, d'une part, les États nilotiques de la EAC et les États des Bantous de la SADC. L'Occident est derrière Kagame et EAC et les BRICS derrière nous les Bantous. Tous les Bantous disent non à la capitulation par l'entremise des dialogues. Ainsi, nous disons
Aucun dialogue d'ailleurs, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, n'a apporté une solution. L'exemple, le dialogue intercongolais qui nous a pondu le gouvernement à 4 vice-présidences. À bas l'église catholique qui affaiblit le président Félix. À bas les AC de Nilotique qui affaiblit le président Félix. À bas l'Union européenne avec leur commanditaire Macron, et rejetons toute idée de capitulation. Demandons au peuple congolais l'unité et la détermination. L'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi reste préoccupée par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à la presse, le secrétaire général AI de l'UDPS a salué la bravoure des FRDC, des Ouazalendo et des soldats partenaires de la RDC qui sont au front dans l'est du pays. Au nom de l'UDP Tshisekedi, je remercie et félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la résistance, quoique ayant été fragilisée depuis longtemps par M. Kagame à travers son chef d'état-major qu'il avait installé à Kinshasa, James Kabarebe, infiltré, mais ces forces sont en train d'être alignées convenablement à résister. Un double travail se fait. Au même moment, le chef de l'État est en train de désinfiltrer cette armée. Au même moment, cette armée est en train de se battre. Et cette armée a été équipée au point qu'on est passé de quelques millions de dollars vers plus d'1,5 milliard de dollars comme budget de cette armée. Deo Bizibou a saisi l'occasion pour exhorter les jeunes du parti au pouvoir à rejoindre massivement l'armée congolaise pour protéger l'intégrité nationale. Nous appelons au nom de l'UDP Tshisekedi à l'enrôlement massif des membres de l'UDPS dans l'armée, en particulier les jeunes. Nous insistons ici qu'il est question de la défense de la patrie. Ici, nous devons taire les divergences, qu'on soit opposant, qu'on soit au pouvoir. Il est question ici, comme j'ai dit, cette guerre a commencé avant même que Antoine Tshisekedi ne soit chef de l'État. En bon chef, Deo Bizibou va appeler à l'unité au sein du parti présidentiel. Que nous soyons soudés, tous, comme un seul homme, au niveau de l'UDPS, bien entendu. Il faudra qu'à notre niveau de l'UDPS, nous puissions évaluer comment, parce que la situation est là, comment est-ce que chacun d'entre nous a accompagné le chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir. Notons par ailleurs que les affrontements entre l'armée congolaise et le Rwanda ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés à Goma, dans le Nord Kivu. La province du Sud Ubangi, à travers sa jeunesse, est prête à relever les défis de la défense de la patrie. Répondant favorablement à l'appel à la mobilisation générale pour intégrer l'armée lancé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 4 février, plus de 500 jeunes ont pris le vol à l'aéroport de Gemena pour le centre d'instruction dans le cadre de la formation militaire de base. C'était en présence du gouverneur de la province du Sud Ubangi, Michel Mobonga Lobo, et sous la supervision du général-major Kisebwe Lamuseni Isaac, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur. Motivés, déterminés et enthousiasmés, quelques recrues se sont confiés à notre micro, chacun dans sa langue d'origine. On est congolais, mais pour défendre l'ennemi. Ami fanana 20 winano demi, ni fana bobe RDC 20. Avant mina we biwele, mina we de bêtises go. Toujours qu'il n'y a pas de école, tout va pas d'école. La tindi message précisément pour Mbakabo, pour banana, pour ti, pour Gowazi, ti et pas la mimandi nasiva. L'ire engendré par la guerre d'agression imposée par le Rwanda et l'ère supplétif des M23 AFC dans la partie est de la République a atteint le paroxysme. Au regard de l'engouement pendant les recrutements, la jeunesse sud-oubangienne est déterminée à bouter dehors les ennemis de la paix.
Alors, docteur Silas, vous l'aviez dit, vous êtes d'accord avec la démarche de l'ECC Senko en partie et... Quand je dis que je suis d'accord, d'abord, il faudrait apprécier à sa juste valeur la démarche de ces confessions religieuses qui ont estimé en tant que pères d'église de pouvoir initier ces dialogues pour mettre autour d'une même table différents acteurs. Mais il faudrait plutôt élargir la question pour que ces dialogues ne soient pas qu'un dialogue entre acteurs politiques et qui au finish aboutissent au partage de postes. Parce que je pense que la crise que nous sommes en train de connaître aujourd'hui va au-delà de la dimension politique. C'est une crise sociétale. D'où il faudrait aussi, dans ces dialogues-là, entendre la voix des scientifiques. Vous savez, madame, il n'est pas normal, face à une situation qui a autant duré et que nous continuons toujours à tergiverser en termes de thérapie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, que nous continuons à tâtonner sans pour autant proposer de véritables solutions. Vous pensez que depuis tous ces temps, le scientifique n'a jamais été associé? Non, non, non. On n'a pas assez écouté. C'est d'ailleurs le problème que nous avons dans ces pays. Si mais il y a des voix qui estiment qu'aujourd'hui, si le pays madame, à ce niveau, ce sont les intellectuels que vous êtes, écoutez, les professeurs d'université. Il y a une différence, il y a une différence quand l'acteur politique va consulter les politiques et quand l'acteur politique engage les scientifiques. Or, c'est souvent la deuxième dimension qui a souvent été menée en RDC. C'est-à-dire, on engage l'homme politique, les scientifiques, dans les cabinets, on l'engage pour être collaborateur. Et là, on le rend abouti? Je ne dirais pas qu'on le rend abouti, mais on l'a presque muselé. Où il est obligé de parler le même langage que les restes des conseillers, qui, eux, sont plus fanatiques, qui, eux, voudraient plus se baigner dans la rivière du populisme. Ainsi, la voix du scientifique devient presque minoritaire, alors que la voix du scientifique est censée être une voix objective, qui voit les choses telles qu'elles sont et propose la thérapie qu'il pense être la plus idoine, la plus efficace. Alors, quand je dis que l'État congolais devrait se réconcilier, madame, avec le savoir-faire, avec l'intelligence, considérer l'intelligence comme étant le logiciel le plus important dont dispose un État. Aujourd'hui, nous devons être le moins émotif que possible et être plus rationnel, madame. Il faudrait aujourd'hui transcender les discours populistes. Aujourd'hui, il faudrait transcender cette tendance à vouloir naviguer dans la direction du courant d'eau, accepter quelquefois de naviguer à contre-courant. Et pour cela, il faudrait que le leadership politique, le leadership qui nous conduit aujourd'hui, puisse commencer par s'émanciper, tenir langue avec les scientifiques. Madame, ce ne sont pas les intelligences qui nous manquent au Congo, mais ces intelligences, malheureusement, ne sont pas utilisées à bon escient. Il faudrait aujourd'hui comprendre que l'émergence de toutes les nations autour de nous, que ce soit au niveau africain, que ce soit dans les autres continents, les nations qui ont émergé n'ont pas émergé parce qu'elles ont beaucoup prié, elles ont émergé parce qu'elles ont recouru à ces logiciels qu'on appelle l'intelligence. Et au regard de la situation qui est la nôtre, lorsque l'on considère la situation géostratégique de la République démocratique du Congo, avec 9 entourés de 9 voisins au régime instable et précaire, lorsqu'on regarde instable et précaire, et où la gouvernance, la bonne gouvernance fait défaut, presque la plupart de ces régimes sont dictatoriaux. Voyez-vous, madame, lorsqu'on regarde ce que nous détenons, que nous regorgeons comme ressources naturelles, ressources humaines, ressources naturelles, et ce que ces ressources représentent pour l'avenir du monde, madame, nous n'avons pas le droit de continuer à nous comporter comme tels. La République démocratique du Congo, au-delà d'être un État démocratique, doit avant tout devenir un État stratège. C'est-à-dire un État qui pense à son avenir, un État qui pense au rôle qu'il veut jouer, un État qui pense au pôle qu'il veut occuper, un État qui cherche non pas seulement à assurer l'intégrité de son territoire, mais aussi à exporter son savoir-faire, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan diplomatique, pourquoi pas sur le plan culturel et sur le plan scientifique. Alors, docteur Silas, depuis que vous êtes sur ce plateau, vous ne cessez d'insister sur la prise en compte du scientifique. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un positionnement à une question qui vous fait rire? Évidemment, madame, ça me fait rire parce que je ne m'attendais pas à ce que vous en arriviez là. Okay. Eh bien, écoute, 30 ans d'une crise où l'ennemi procède de la même manière. 30 ans où les morts ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, on en compte plus de 15 millions.
avec les derniers carnages que Goma vient de connaître. 30 ans où l'ennemi entre toujours par les blocs 12 et 13. 30 ans où l'ennemi nous piège que par les infiltrations après brassage et mixage. 30 ans où nous ne sommes pas parvenus à construire une armée républicaine, dissuasive. Madame, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est un problème de stratégie. C'est un problème d'intelligence. Donc, quand je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on cherche du travail. C'est plutôt pour nous interpeller, nous, élite congolaise. Ah, c'est aujourd'hui que vous vous sentez interpellé parce que vous venez de le dire, ça fait 30 ans. Mais ça fait 30 ans. Non, les Congolais voulaient bien voir... Madame, la crise, madame, je vais vous choquer, certainement choquer aussi vos téléspectateurs. Allez-y. Ce n'est pas seulement la crise qui a traîné durant 30 ans. La souffrance également. C'est aussi la souffrance. Les ventres restent affamés. Voilà, c'est les désespoirs. Mais c'est aussi l'inertie. Mais vous étiez où pendant toute cette période? Et madame, écoutez, c'est à vous de prendre ou à laisser. Moi, en tant que scientifique, je mets... Qui est derrière vous? Qui est derrière moi? Ouais. Mon patriotisme. Qui est derrière moi? C'est mon bon sens. Parce que, comme vous, je suis citoyen congolais. Comme vous, j'ai des enfants qui ont la nationalité congolaise. Comme vous êtes encore des pères et des mères? Ben écoutez, vous voyez déjà quand je disais qu'il faudrait faire très attention avec certains discours. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 ans passés, on aurait vilipendé le chef de l'État d'avoir nommé une dame comme Kiakwamba Wagner Thérèse. Ministre des Affaires étrangères? À cause de la couleur de sa peau. Mais aujourd'hui, regardez ces prouesses. C'est pour dire que ces discours-là ne valaient pas sa peine. Des pères et des mères, ça ne tient pas? Je ne dirais pas que ça ne tient pas. Alors, vous voulez dire quoi? Madame, écoutez, il faut faire très attention avec les narratifs que nous tenons. Ne prenons pas les choses de l'État avec autant de légèreté. C'est notre survie en tant que nation qui est en jeu. Il y a des Congolais comme cette dame brave qu'on a surnommée aujourd'hui, d'aucuns ont surnommé Kimpavita. Cette dame qui est née d'un père, d'une mère congolaise, d'un père allemand, mais elle vous a prouvé que le problème de la congolité n'est pas seulement un problème de sang, c'est aussi un problème de cerveau. C'est aussi un problème de cœur, c'est aussi un problème d'être capable de mouiller son maillot pour défendre les intérêts nationaux. Et pour cela, on n'a pas seulement besoin d'être des pères et des mères. Il faut éviter toute politique de discrimination, partielle soit-elle. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ces ambitions ou ces propositions de verrouiller certains postes? Il est tout à fait normal de verrouiller certains postes, mais madame, laissez-moi vous dire, 3 siècles avant Jésus-Christ, l'Empire Qin, c'est-à-dire dont une partie aujourd'hui constitue l'Empire, la République populaire de la Chine, déjà avant Jésus-Christ, cet empire a été plus d'une fois attaqué. Attaqué par les envahisseurs venant dans la partie nord de cet empire. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'ériger un mur pour empêcher à l'envahisseur d'attaquer et de piller leurs récoltes. Mais à 3 reprises, ils se sont rendus compte, malgré l'érection du mur qui était très haut, l'envahisseur est quand même entré, non pas en escaladant le mur, mais en entrant par la grande porte. Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte que toutes les fois que l'envahisseur est entré pour piller, il est entré en corrompant les Chinois qui étaient postés à la garde de la ville. Ce qui signifie le plus grand danger qu'il faudrait redouter n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais c'est souvent de l'intérieur. Il faut faire très attention avec ces discours qui avoisinent la xénophobie. Je pense qu'il y a des Congolais nés d'un père français, d'une mère Tétéla, qui peuvent aider cette Congo à avancer, là où un Congolais né d'un père Mouyandi et d'une mère Mbala n'a rien fait. Ah, donc vous êtes en train de nous dire que Dr Silas n'est pas des pères et des mères, mais il se sent tellement attaché à son pays, la République démocratique du Congo, hein, c'est ça? Madame, ne faites pas, je suis, je dirais, Congolais à 104%. Alors, c'est bien, okay. Vous êtes Congolais? Je suis Congolais à 104%, mais mon rôle en tant que leader, en tant qu'expert en leadership, madame, je peux vous garantir, il y a des discours... Ça n'a rien à voir. Qui il faudra juste
que le mental reste attaché à la République démocratique du Congo. Ces paradigmes nous ont mis à genoux. Ces paradigmes nous ont imposé un silence volontaire. Ces paradigmes nous ont placés dans une sorte d'inertie et d'attentisme. Il faut modifier les paradigmes, comprendre qu'il faudrait amener le Congolais à aimer son pays. Madame, je vous ai dit que le patriotisme n'est pas naturel. Ça s'apprend, ça se transmet. Il faudrait mettre en place une nouvelle politique qui incite les Congolais au patriotisme et à la patriocratie. Amener les Congolais à considérer que la patrie vient avant les partis. Amener les Congolais à ne plus confondre le militantisme au patriotisme, à ne plus confondre le fanatisme à la République ou bien au patriotisme. Amener les Congolais à considérer que la patria, l'ascendance que nous détenons de nos aïeux, nous oblige à être le plus sérieux possible pour qu'à notre tour nous puissions léguer à nos enfants un Congo meilleur que celui que nous avons trouvé. Et pour cela, il faudrait un discours rassemblaire et non pas un discours qui discrimine les autres. Donc pour y arriver, vous soutenez la proposition de certains observateurs de commencer par des réformes, adapter l'enseignement en RDC aux réalités du pays, c'est ça? Je l'ai toujours dit, j'ai même écrit un livre, Notre école, notre avenir, bâtisseur des nations. J'ai écrit un livre que j'ai eu l'occasion, la grâce de remettre en main propre au chef de l'État. Dans le 4e chapitre, il y a un chapitre intitulé Notre école, notre avenir. Madame, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, qui est là pour qui? Est-ce l'école qui est pour le Congo ou bien il faut un Congo pour une école? Et où trouvez cet ouvrage? Il est dans différents supermarchés. Si vous permettez, à mon e-shop, vous allez le trouver. À l'hôtel Rotana, vous trouverez ces livres, Bâtisseurs des nations. C'est ça les titres. Et qu'est-ce que vous avez voulu mettre en exergue dans cet ouvrage? Notre école et son programme sont en inadéquation avec nos aspirations, notre contexte et nos enjeux. Il faudrait, comme je l'ai dit dans ce livre, tropicaliser notre école. C'est-à-dire l'école congolaise, la façon dont elle fonctionne dans son programme, continue à fonctionner comme l'école qu'a laissé les Belges. Or, quelle est la vocation que les Belges avaient donnée à son école? C'était pour préparer une élite d'appoint, une élite qui va exécuter les ordres de la métropole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est de plus normal de constater aujourd'hui? Quand un universitaire congolais finit ses études, il est à la recherche du boulot. Alors qu'en principe, il devait créer, prendre des initiatives et créer. Notre école nous a appelés, nous a formés au militantisme, au fanatisme, à telle enseigne que même quand on a un diplôme, on continue à entretenir ce conflit entre nous et l'intelligence. Il faut réadapter l'école. Il faudrait, madame, parmi les réformes qu'il faudrait mener au niveau de l'école, faire à ce que notre école, depuis l'école primaire, de la première année primaire jusqu'à la 6e année primaire, que l'école devienne l'antichambre de la caserne. C'est-à-dire, pour un État autant convoité, avec des voisins, 9 voisins instables qui ont de la convoitise vers nous, il faudrait que l'école congolaise devienne l'antichambre de la caserne. Ça signifie que dès les bas âges, déjà l'école, il faudrait insérer de manière claire et nette, préparer nos enfants à considérer les services militaires non pas comme un service qu'on donne au Koulouna qu'on n'a pas cherché à transformer. Un service réservé à ceux qui sont considérés comme moins intelligents. Il faut éviter cela. Georges Clemenceau disait ceci. L'armée est tellement vitale à l'avenir de la République qu'on ne doit pas la laisser entre les mains des simples soldats. Il faudrait que les plus intelligents d'entre nous, ceux qui viennent des meilleures familles d'entre nous, se retrouvent aussi dans l'armée pour que l'armée ne soit pas une pépinière de méfaits. Parce qu'aujourd'hui, quand on considère comment se comportent nos militaires, il y a lieu de se poser la question, qui est-ce que nous sommes en train de recruter? Voyez-vous, qui est-ce que nous sommes en train de recruter? Aujourd'hui, l'image qu'on veut donner, c'est que l'armée est réservée à ceux qui n'ont rien à faire. Madame, aujourd'hui, une armée aujourd'hui est jugée d'abord par la qualité de ses troupes et non pas par leur nombre. Et la qualité, pour la révision ou le changement de la Constitution. Comment ça? Docteur Silas, au regard de ce que vous Madame, je vais vous regarder droit dans les yeux. Alors dites-nous, révision au changement de la Constitution. Je vais vous conseiller et conseiller à ceux qui suivent de taire ces débats pour le moment. Ces débats a créé de fissures et l'ennemi en a profité.
Est-ce que vous voulez nous dire que la recrudescence de cette violence dans l'Est est partie de ces débats? Elle n'est pas partie de ces Alors, débats, vous voulez mais dire quoi? ça tombe au mauvais moment où nous étions divisés pour débattre sur cette question que nous avons cru être vitale, alors que cette vitalité s'est retrouvée ailleurs. Les scissions que ce débat a créées, l'ennemi a surfé dessus. D'où, aujourd'hui, il y a de ceux qui pensent que regarder dans une même direction serait sauver un régime. Je pense que si je peux m'insurger aujourd'hui en conseiller du chef de l'État, je dirais, Monsieur le Président, il faut mettre ça dans les fricots. Et quel sera le meilleur moment de parler de la révision du changement de la Constitution? Il faudrait plutôt poser la question s'il y avait nécessité impérieuse maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à amender. Le président de la République a répondu à cette question. Madame, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à amender dans cette Constitution. Il y a beaucoup de choses pour l'adapter à notre contexte, mais aussi à notre ambition en tant qu'État. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais puisque c'est une question qui divise la classe politique, pas seulement la classe politique et la société tout entière, je pense qu'il serait beaucoup plus sage, écoutez-moi, il serait beaucoup plus sage de taire ces débats pour un moment, de nous reconstituer autour de la survie de la République, récupérer les différentes parties occupées par ces groupes terroristes qu'on appelle les M23, ces supplétifs. Et après remettre ce débat sur la table. C'est comme ça que l'on fait. Madame, Messieurs, prenons à présent ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Je voudrais demander aux honorables députés, mes chers collègues, vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Je ne pense pas avoir dit ici et demandé aux députés d'aller négocier avec les M23 ou avec qui que ce soit. Je crois que le processus de Nairobi existe depuis longtemps, qui inclut les M23 et tous ceux qui doivent parler sous la coupe du président Uhuru Kenyatta. Je n'ai pas dit non plus qu'on va inventer la roue, puisque le processus de Luanda existe sur le plan diplomatique, avec tous ceux qui sont concernés. C'est comme ça que je vous ai fait l'honneur, et c'était pour éviter toute ambiguïté, pour que les rapporteurs vous lisent exactement le contenu, la lettre du président de la République. C'était écrit en français clair et qui n'appelle aucune interprétation. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, qui a toutes les données que vous n'avez pas, vous qui croyez l'aimer plus que tout le monde, le président a demandé que les députés et les sénateurs puissent réfléchir et lui apporter leur contribution sur deux volets, diplomatiques et politiques. Je ne pense pas que dans cette lettre-là, il a demandé qu'on lui amène un volet de déclaration de guerre. Puisque la guerre est déjà là, nous la faisons depuis 3 ans. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle la langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis du Sud Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Il est important que nous puissions échanger avec nos populations, nous puissions les sensibiliser et les mobiliser sur la nécessité de cette mobilisation et les types d'actions à mener pour mobiliser toute la République démocratique du Congo à protéger notre territoire. Des actions négatives de type ville morte ne sont d'aucune importance dans tout ce que recherche le peuple congolais, la nation congolaise, le gouvernement de la République pour défendre notre territoire. Nous devons effectivement rester tous lucides, debout,
mobiliser, sensibiliser pour venir en appui à nos FARDC qui sont sur terrain. Une action de ville morte est une action négative qui est une action de boycott. Il faut arriver à ce que nos compatriotes puissent comprendre que nous n'avons, nous, citoyens congolais, aucun intérêt à organiser un boycott ou un sabotage pendant que le territoire de la République est menacé et même occupé. Des tueries sont organisées dans nos villages, dans nos villes, par une armée étrangère. C'est le moment pour nous de rester extrêmement lucides, de nous organiser, de rester debout, actifs, que les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma, avec l'attaque, la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Ouazalendo continuent à tenir et à résister. Mais c'est vrai que dans la ville de Kinshasa, le mardi passé, on a connu une situation assez particulière. L'expression populaire, l'expression de colère des Kinois a malheureusement dégénéré dans des actions négatives de pillage. Dieu merci que la police nationale congolaise, malgré tout, a réussi à contenir cette énergie et ces actions négatives pour nous éviter le pire. Et c'est pour ça que les autorités municipales de la ville de Kinshasa ont pris des mesures pour restreindre cette liberté de manifestation et de mouvement dans la ville de Kinshasa, ce qui fait que jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Kinshasa, il n'est pas encore permis à nos compatriotes d'organiser des manifestations publiques. Comme en témoignent ces images prises par la caméra de surveillance, ces criminels armés sont venus piller l'établissement Kin Marché au quartier Ngilima dans la commune de Matete. Pour réussir leur plan, ils ont d'abord tiré sur un policier et la foule s'est vite dispersée. Ensuite, ils ont tenté de pénétrer à l'intérieur, mais sans succès. Dans cette colère de voir leur plan échouer, ces malfrats ont encore tiré sur un civil qui est mort sur le champ. Malheureusement pour eux, l'un d'eux a été appréhendé par les services de sécurité. La police, vraiment celui-ci, c'est parmi les complices. Moi-même, les coordonnateurs d'intervention, tout qui cassent les pommes, je suis à sa place. Je pense qu'il sera condamné. Il sied de noter que des scènes pareilles sont de plus en plus fréquentes dans la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi que les autorités sont interpellées à prendre des dispositions en vue de mieux sécuriser les personnes et leurs biens. Alors, docteur Silas, quelle est votre position face à cette proposition de négocier encore une fois de plus avec le M23? Vous avez soutenu que le dialogue, oui, mais avec le Congolais, entre le Congolais eux-mêmes. Ben écoutez, madame, il y a un problème. Je crois qu'on a un sérieux problème de paradigme, on a un problème de concept, parce qu'on a réussi à insérer dans notre subconscient une certaine diabolisation vis-à-vis de certains faits. Le dialogue n'est pas une faiblesse en soi. Une guerre commence par le dialogue. Elle finit par le dialogue. C'est lorsque, en amont, les dialogues n'ont pas réussi, des États ou des groupes à voir les choses de la même manière qu'on va avoir une recrudescence en termes de conflits déclarés. Mais aussi la cessation de ces conflits nécessite les dialogues. Soit on gagne une guerre par les armes, soit on y met fin par les dialogues. Mais la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, si la République démocratique du Congo refuse de dialoguer,
La question qu'il faudrait se poser, sommes-nous à même de gagner cette guerre par les moyens Le président militaires? de la République l'a dit, dialoguer, oui, avec le Rwanda, mais pas avec le M23. Le président de la République a dit ce qu'il doit dire. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Non, mais vous? Moi, je vous parle en tant que scientifique. Je vous parle en un dialogue avec le M23, c'est ça? Non, madame. N'allez pas sous cet angle-là. Je vous parle en tant qu'internationaliste. Non, mais dites clairement ce que vous voulez dire. Ce que je vais vous dire, on a deux possibilités. Soit on fait la guerre, soit on met fin à la guerre par les dialogues. Quel dialogue? Avec qui? Maintenant. Avec qui? Le problème, on fait la guerre avec le Rwanda. Dialoguer. On a deux plateformes pour dialoguer. On a le processus de Luanda, on a le processus de Nairobi. La seule façon pour nous de ne pas procéder au dialogue, c'est de nous rassurer que nous avons une force de feu, une force de frappe capable de faire taire l'ennemi et de le repousser dans son dernier retranchement. Mais si nous estimons qu'à ce stade ici, nous n'avons pas les moyens militaires, si nous estimons qu'à ce stade ici, nous n'avons pas à notre disposition les ressources nécessaires pour mener cette guerre, madame, il faudrait avoir la sagesse et l'humilité de dialoguer avec le M23, c'est ça? Madame, soyez clair. Non, madame, vous n'allez pas me demander de dire si on doit dialoguer avec le M23. Je vous ai dit que nous avons des plateformes. N'allez pas dans ces considérations politiques. Nous avons le dialogue de Nairobi, le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et la RDC n'a jamais quitté la table de Madame, ne soyez pas négociation. émotive, s'il vous plaît. Ne soyez pas émotive. Nous sommes ici en train de réfléchir, non pas comme les hommes de la rue. Nous réfléchissons en tant que scientifique, soyez également clair pour ne pas entretenir le flou dans le chef de la population qui est en train de suivre maintenant. Allez-y. En venant ici, ce n'est pas pour m'adresser à la population. Je m'adresse à une certaine classe qui comprendrait mon langage. Nous avons deux processus. Le processus de Luanda sous l'égide de la SADC et le processus de Nairobi sous l'égide de l'EAC. Luanda voudrait assez que nous puissions négocier avec le Rwanda. Alors qu'au niveau de l'EAC, on voudrait assez qu'on négocie avec tous les groupes armés qui sévissent. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons plus de 216 groupes armés qui opèrent sur le territoire congolais. Et parmi ces groupes rwandais, il y a les M23. Donc, dire que nous n'allons pas négocier au niveau avec les M23, c'est vouloir une chose et son contraire. Ok? Il faut négocier. Négocier avec tous les... Madame, vous avez des documents, lisez. Les M23 fait partie, madame, les M23 fait partie de ces différents, les 216 groupes qu'on a dénombrés en 2023. 216 groupes. Est-ce que vous vous imaginez la gravité? 216 groupes dont 90% sont regroupés dans une seule partie de la République. C'est parce que nous ne vivons pas ici. Nous sommes peut-être à 3000 km de là où se passe le théâtre de combat. Voyez-vous? Donc, et puis, pour un État, négocier n'a jamais été une faiblesse. Quelle est cette grande puissance qui n'a jamais... Vous connaissez les revendications des M23? Madame, je crains que nous ayons un sérieux problème. Dans une négociation, chaque parti vient avec ses revendications et il monte les enchères. Ça, c'est la règle. Même celui qui vous vend les téléphones, il sait que ce téléphone pourra vous le vendre à $600, mais c'est son droit le plus légitime de vous dire « Donnez-moi $1200 ». Et si vous voulez ces téléphones, vous devez maintenant apprendre à marchander. Si vous ne savez pas marchander, faites appel aux experts, aux spécialistes qui savent comment négocier, qui savent contourner les revendications. Pourquoi? Parce que dans des situations pareilles, même quand les M23 peuvent évoquer des revendications, quelquefois ces revendications sont fausses. Maintenant, en tenant compte de ces revendications, nous devons savoir que les M23 en question n'est qu'une création du Rwanda. Ce qui signifie, si demain il faudrait traiter avec les différents groupes armés, il faudrait aussi tenir compte de leur genèse, de leur existence. Pour que demain, qu'on ne négocie pas aujourd'hui et que demain, qu'ils reviennent à la partie. Mais c'est ce que la RDC est en train de vivre aujourd'hui parce qu'il y a eu des négociations sous le règne de... La seule façon pour nous de ne pas négocier, c'est de mettre en place une armée disciplinée. Une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée composée des hommes achevés, une armée où l'affairisme est considéré comme une trahison, une armée où le commandement est cohérent, une armée
avec une logistique d'appoint, une armée avec une morale de troupes au zénith. Alors que cette armée n'est pas encore là, donc il faudra négocier. Vous l'avez dit. Alors, vous l'avez dit pour éviter qu'il y ait des morts de plus. Un État doit avoir l'élégance de faire un repli stratégique. Après ces morts, reconstituer. Déjà enregistré, parce que la négociation, on en parle depuis et Félix Tshisekedi avait refusé. Il faut arrêter l'hémorragie, madame, arrêtez d'être complaisant. On ne guérit pas la malaria en appliquant la pommade camphrin, madame. Hein? Quand quelqu'un souffre de cataractes, on ne lui donne pas de nouvelles paires de lunettes. Il faut gratter. Il faut la quinine pour guérir une maladie. Et c'est là où je dis que c'est le problème que nos chefs ont. Mal entourés, entourés de fanatiques, entourés de gens qui veulent dire des choses qui vont être appréciées. Moi, je ne suis pas politicien. Je n'ai pas une base. Peut-être en devenir. Madame, je suis très à l'aise dans ce que je fais. En tant qu'homme d'église, en tant qu'enseignant, en tant que consultant en leadership, je suis très à l'aise dans ce que je fais. Je ne suis pas un fan. Corneille Nangaa, qui est aujourd'hui rebelle, était aussi homme d'église. Hein? Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? L'avenir peut réserver beaucoup de choses. Vous savez combien de professeurs... Peut-être que Dr Silas peut changer demain et revenir comme politicien, membre d'un parti politique et très actif. Hein? Non, on a déjà plus de 1000 et quelques partis politiques, vous vous imaginez. Et je pense que les partis politiques au Congo ont montré leurs limites. Okay. Il faut trouver notre paradigme. Ont montré leurs limites. Leurs limites. De manière sérieuse. Ils ont montré leurs limites. On ne peut plus compter sur les partis politiques dans ces pays. Il faut compter sur les scientifiques. Je n'ai pas dit ça. Il faut compter sur l'homme. Sur l'homme. Oui, mais cet homme-là... Dans ce parti politique, il n'y a pas d'hommes? Ces hommes sont... En fait, nous venons tous d'une même moule. Nous, Congolais, nous n'avons pas été bâtis comme architecture humaine pour résoudre les questions de ces pays. Comment ça? C'est-à-dire, notre composition spirituelle, intellectuelle, morale, psychologique, sociale, anthropologique est en inadéquation avec les véritables enjeux. Il faut créer l'homme congolais. Madame, il nous faut créer cet homme congolais. Nous nous comportons tous de la même manière. Ah, il faut créer. On aime... Soit on est anti, soit on est fanatique. L'intelligence ne loge pas dans les extrêmes. Sur ce plateau, il y a un jour quelqu'un qui a dit Dieu ne connaît pas les Congolais, mais il connaît les Congos. Moi, je dirais que Dieu n'a pas un passeport congolais. Hein? Dieu ne détient pas un passeport congolais. C'est-à-dire? Arrêtez d'impliquer Dieu dans les questions qui doivent être résolues par vous-même. Il se moque de vous. Et il en a marre. Alors, il y a eu ce sommet de l'EAC, la SADC, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas fait le déplacement sur place. C'est la première ministre qui a représenté la RDC. Comment est-ce que vous avez accueilli les conclusions de ces assises? Je ne suis pas surpris par les conclusions, il fallait s'y attendre. Je crois que les chefs d'État aussi, en stratège, ils savaient. Donc, il vaudrait mieux pour lui de ne pas y aller que d'aller et de suyer une telle honte ou une humiliation parce que ils ont dit tout haut ce qui se disait déjà tout bas. Et madame, pour ça, je ne vais pas condamner ces partenaires qui, pour une fois de plus, nous ont déçus, qui, pour une fois de plus, n'ont même pas voulu évoquer l'implication directe du Rwanda dans ces conflits, dans ces carnages que le M23 est en train de faire à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que se comportent les États. Madame, les États n'ont pas d'état d'âme. C'est là où je dis qu'il faudrait que nos paradigmes changent. Nous avons une foi aveugle dans la communauté internationale. Ça me dépasse. Mais ça me dépasse. Comment sommes-nous arrivés à croire que les autres vont nous aimer? Un État ne se fait pas aimer, il se fait respecter. Il n'y a pas de séduction comme l'amour philéo ou éros entre des États. Les États ne poursuivent que leurs intérêts. Et madame, la géopolitique des États se résume en ces deux principes. Lesquels? Premier principe, c'est que la cohabitation entre États est régie par les rapports de force. Pour exister et être entendu, vous ne devez pas être faible. Vous devez être fort.
Donc, vous devez constituer... Dans toutes ces années, la RDC était toujours en position de faiblesse, une main tendue. Mais madame, c'est pas à moi de vous dire, vous êtes intellectuel. Je crois que quand vous faites une rétrospection de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous aimons bien être pris en charge. Pourquoi nous aimons bien être pris en charge? C'est aussi parce que ceux qui ont créé l'État indépendant du Congo lors de la conférence de Berlin n'avaient pas créé cet État indépendant du Congo pour être un État indépendant au vrai sens du mot. Ils avaient créé un État qui leur toujours dépendant. Voilà pourquoi il y a des aides humanitaires qui viennent. Pas seulement les aides humanitaires, mais aussi ils doivent décider à notre place. Mais ce qui m'étonne plutôt, c'est que c'est aussi nous qui allons vers eux pour leur dire venez décider pour nous parce que nous-mêmes, entre nous, nous ne nous entendons pas. Docteur Silas, avant de prendre ce dernier dossier, êtes-vous d'accord aujourd'hui avec des voix qui estiment que la diplomatie a montré des limites et que la RDC devra quitter toutes ces organisations, notamment le Conseil de sécurité, l'EAC et la SADC? Ce serait une analyse très biaisée que de dire que la diplomatie a montré ses limites. Au contraire, je pense que du point de vue diplomatique, on a accompli des prouesses extraordinaires. Pour une fois. Pour une fois? Pour une fois. À quel niveau? Je parle de prouesses, pour ne pas parler de victoire. Des prouesses, oui. Je ne dis pas à quel niveau, dites-nous? Parce que dernièrement, il y a eu même cette session à Genève. Oui, il y a eu cette session à Genève. Vous avez vu les résolutions qui ont été prises. Une commission va être mise en place. Malheureusement, ça sera pour la même chose, pour les mêmes résultats. C'est pas la première fois qu'on va enquêter. C'est pas la première fois qu'on va enquêter. Voilà pourquoi je parle de prouesses et non pas de victoire. Des victoires. Pourquoi? Parce que c'est quoi la diplomatie? La diplomatie fait partie du binôme. Talk and fight. On ne peut pas avoir une diplomatie forte si on n'a pas une armée forte. Au niveau de la diplomatie, on amène les partenaires à sanctionner, à prendre une décision, à passer dans l'acte, que s'ils ont peur de la menace que vous représentez. Mais si déjà du point de vue militaire, s'il n'y a pas un soldat derrière les diplomates, dans les jargons diplomates on dit que le poids de la parole du diplomate est déterminé par la posture du soldat qui est derrière lui. Il faudrait que l'on dise au Rwanda, on doit négocier. Et que le Rwanda se dise, si je ne négocie pas, le Congo va m'attaquer. Mais avant que le Rwanda accepte de signer un accord qui serait à son désavantage, il va vouloir évaluer notre armée, notre capacité de force de frappe. C'est ce que même Jésus a dit dans Luc chapitre 14, verset 31. Si un roi veut aller en guerre, il doit d'abord faire évaluer sa propre armée pour voir s'il sera à même de gagner cette guerre. Parce que, madame, un État sérieux n'engage jamais son armée dans une guerre qui n'est pas sûr de gagner. C'est un acte suicidaire. Madame, messieurs, place à présent à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants
conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent, surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de Mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. L'expansion territoriale du M23 au Nord Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires, et la prise de plusieurs localités du territoire de Kalehe, au Sud Kivu, ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et d'atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles et un accès. Alors, docteur Silas, aujourd'hui, il y a quand même des voix au sein de l'opinion congolaise qui n'accordent pas de crédit dans cette démarche de la CENCO-ECC qu'ils estiment être au service de l'ennemi. Est-ce aussi votre regard? C'est qui l'ennemi? Le Rwanda, et surtout que le cardinal Fridolin Ambongo était dernièrement au Rwanda. Et le propos qu'il a tenu n'avait pas du tout enchanté. Madame, je vais répéter ce que je disais tantôt. Je ne suis pas trop fan, mais je crois qu'il faudrait d'abord apprécier à sa juste valeur l'initiative prise par ces hommes d'église. Ils ont estimé qu'on est bloqué, ils ont estimé qu'il faudrait qu'on se parle, ils ont estimé qu'il faudrait créer un consensus, une unité autour de cette question qui touche à notre survie en tant que république, en tant que société. Il faudrait d'abord apprécier leur courage, qu'ils acceptent d'abandonner leur chapelle et leur cathédrale pour s'engager dans une démarche comme celle-ci. Il faudrait d'abord les apprécier. Aujourd'hui, les Congolais vont se rappeler qu'en 2023, au mois d'août, si je ne me trompe pas, Monseigneur Cholet avait dit qu'il faudrait qu'il y ait un courageux, un leader courageux qui pouvait bien faire un coup d'État. Est-ce que je n'ai pas suivi cela, je ne vais pas faire un procès pour des propos que je n'ai pas suivis. Je vais rester logique dans mon raisonnement. Je pense qu'aujourd'hui, si vous allez dans cette démarche-là, à diaboliser, à chercher le pouls, à chercher les mal, madame, on ne va pas résoudre la question. L'heure n'est pas à savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est plutôt la question, que devons-nous faire? L'ennemi, ce n'est pas l'Église catholique. La menace de la RDC, ce n'est pas les CC. Vous savez, Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Un État doit savoir qui est son ennemi. Celui qui n'est pas d'accord avec vous n'est pas forcément votre ennemi. Mais votre ennemi, c'est celui qui menace votre survie. Votre ennemi, c'est celui qui menace votre quiétude. Votre ennemi, c'est celui qui menace l'intégrité de votre territoire. Mais vous connaissez quand même que l'ennemi est aussi à l'intérieur. Il utilise les Congolais. Il utilise les Congolais. Mais je pense que dans un moment comme celui-ci, en regardant ce que l'Église catholique représente en tant que branche sociologique, au-delà de la dimension religieuse, amener ces procès vis-à-vis de l'Église catholique et de l'Église ECC, je pense que ça serait une très mauvaise démarche. Que nos autorités transcendent, qu'ils bouchent les oreilles aux conseillers fanatiques, aux conseillers qui, quelquefois, donnant l'impression de vouloir faire avancer les autorités, mais sont en train de les isoler. Je pense qu'aujourd'hui, il faut nous regarder droit dans les yeux. Le mal est profond.
Et pour mettre fin à ces mal, nous devons d'abord arrêter de nous entraquiser. Il faudrait considérer que le grand ennemi que nous devons combattre aujourd'hui, c'est à l'extérieur. C'est le M23, derrière qui il y a le Rwanda. Et le Rwanda en question n'est qu'un arbre qui cache une forêt. Derrière le Rwanda, il y a tous ces multinationales. Derrière toutes ces multinationales, il y a cette grande puissance qui, depuis Berlin, considère que le Congo est un patrimoine commun qui leur appartiendrait. Et nous ne sommes que des gestionnaires de ces territoires qu'ils croient nous avoir laissés. C'est à nous maintenant, par la résilience, en optant le rôle que nous voulons jouer pour déterminer les pôles que nous voulons occuper, que nous puissions nous regarder droit dans les yeux pour dire on ne peut pas continuer des décennies et des décennies à être cet État marginalisé. Regardons-nous droit dans les yeux, sans pour autant nous aimer, sans pour autant devenir copains et copines, mais c'est la République qui est en danger. Et pour mettre fin à ces dangers, il faudrait un discours qui construise. Il faudrait des décisions qui rappellent les troupes. Une guerre ne peut pas être gagnée seulement par l'armée s'il n'y a pas l'adhésion de l'opinion publique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-on aussi espérer que la démarche, les mandats d'arrêt qui sont les mandats d'arrêt bien sûr internationaux contre notamment Corneille Nangaa peuvent constituer une solution pour la paix dans l'Est du pays? Chacun cherche dans le ministère qu'il dirige, dans le secteur qui est le sien, à apporter sa pierre de contribution, à apporter une solution pour aider le Congo à mettre fin à cela. Mais il faut faire très attention. Il faudrait toujours évaluer ce que nous posons comme acte et nous tenons comme discours. Ne tombons pas dans les populismes. Il ne faut pas tomber dans les populismes ou encore dans le matuvisme. Pourquoi dites-vous ça? Je l'ai dit parce qu'une décision peut être bonne, mais aussi inefficace. Or, aujourd'hui, il nous faut être stratégique, nous rassurer que les décisions que nous... comment émettre comment vous avez appelé ça? Un mandat d'arrêt international pour quelqu'un qui se trouve sur le sol congolais. Sur le sol congolais. N'êtes-vous pas en train de dire dans notre subconscient que l'on doit désormais considérer cette partie-là comme ne faisant plus partie de la République démocratique du Congo? Non. C'est là où je fustige ces discours de l'ennemi qu'on a fait adopter aux Congolais. Je suis Goma, je suis Goma. Ça, c'est le discours de l'ennemi. Ce narratif n'a pas lieu d'être. On ne dit pas je suis Goma. Je suis 2 345 410 km². Le Congo ne commence pas à Goma. Quand vous dites je suis Goma, je suis Goma. Donc vous faites de Goma un pays à part? Non, non, non. Vous ne faites pas de Goma un pays à part. Vous faites de Goma la partie du Congo. Mais Bunaganda n'est plus le Congo, Rutshuru n'est plus le Congo, Masisi n'est plus le Congo, Minova n'est plus le Congo. Voilà pourquoi il ne faut plus dire je suis Goma. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Il vous amène dans une bacalisation tacite que vous-même... Parce que l'avantage que l'ennemi a, l'ennemi joue son jeu avec malice et ruse. Mais nous sommes très émotifs. Très émotifs. Allez, Congolais. Même quand vous êtes sur un plateau de télévision, on voudrait vous faire dire pour... Non, madame, ici... C'est la République qui est en jeu. On ne sauve pas la République par les émotions, c'est par la raison qu'on sauve la République. Voilà pourquoi je disais qu'il faut que le Congo soit un État stratège. Ne dites plus jamais je suis Goma. Non, il faut être contre ce discours-là. Je suis 2 345 000 km, 410 km². Je suis Bunaganda, je suis Rutshuru, je suis Minova, je suis Masisi, je suis Walikale, je suis Calais, je suis Saké, je suis tout. C'est ça le discours que les Congolais doivent tenir. Vous comprenez? Sinon, vous risquerez de voir l'ennemi signer dans les accords. Ok, je me retire de Goma. Alors, non, monsieur, mais si vous vous retirez de Goma, et quel est le sort de Rutshuru, Bunaganda? Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Docteur Silas, restriction d'accès à certains réseaux, notamment TikTok, Twitter. Est-ce une bonne décision de la part du gouvernement? Je crois que ça a quand même été une bonne décision dans la mesure où face à une info-obésité, comme je sais que je voulais dire. Voilà, il y avait tellement d'informations, il fallait réguler. Bonnes et mauvaises. Bonnes et mauvaises, mais je pense que maintenant, il faut... Parce qu'on ne va pas sur Twitter que pour ça. Ok, on ne va pas sur Twitter que pour suivre les informations politiques.
Ok, on va aussi pour Twitter pour écouter tel scientifique, pour écouter tel expert dans tel autre domaine économique, religieux, sportif, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faudrait laisser les gens avoir accès, mais que le gouvernement, par les ministères de la communication, puisse recadrer le tir, améliorer la communication également. Oui. Alors, comment voyez-vous les décisions de Donald Trump vis-à-vis des agents de la CPI? Ben écoutez, Donald Trump est ce qu'il est. Hein. C'est un homme atypique. Donald Trump, il faut s'y attendre. Quand on regarde les décisions qu'il est en train de prendre, moi, en tant qu'internationaliste, je crains. Qu'est-ce que vous craignez? Ben écoutez, ces décisions, ces options sont trop radicales et ça montre que dans très peu de temps, la configuration internationale va largement connaître des modifications sérieuses et qui aura des incidences sur la politique interne des États. Donc les États intelligents, les États stratèges s'y préparent. Okay? Ils s'y préparent par rapport aux décisions que Donald Trump est en train de prendre. Il est très radical. Okay? J'apprécie certaines décisions, mais je désapprouve certaines décisions. Et je pense qu'un homme d'État devrait toujours mettre de l'eau dans son vin. Okay? Je le répète, il n'y a pas d'intelligence qui loge dans les extrêmes. La raison, c'est aussi de se remettre en cause et de remettre en cause la décision que l'on voudrait prendre. Évaluer son impact à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ça la stratégie. Alors c'est complètement fini avec ce numéro de Info 7. Docteur Silas Mimile, vous avez... Mimile. Ah, Mimile, voilà, désolé. Mimile Makangu. Voilà, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir aujourd'hui de suivre dans Info 7. J'ai un appel au patriotisme, un appel que je lance à la population tout entière de continuer à aimer les pays, de soutenir les institutions de la République, d'encourager en des moments comme celui-ci, ceux qui sont courageux, qui donnent des conseils à ceux qui nous dirigent, les autorités provinciales, sur le plan national, au niveau national, pour que, d'une manière ou d'une autre, que nous soyons participants à cette victoire pour laquelle nous espérons. Je crois que cette situation a trop duré, il faudrait y mettre fin. Aimons notre pays, nous n'avons pas un deuxième pays. Nous n'avons que ce seul pays, nous avons l'obligation morale et spirituelle d'aimer ces pays, de prier pour ces pays, de prier pour nos autorités, que Dieu leur donne de l'intelligence et de la sagesse, afin qu'ils prennent des bonnes décisions. Priez aussi pour que tous les collaborateurs aigris, fanatiques, hypocrites, incompétents, soient mis à la porte. Pourquoi? Parce que même Dieu a autour de lui les 24 vieillards. Et les 4 et les 4. Pharaon a pris Joseph, non pas à cause de sa beauté, à cause de son intelligence. Il l'a mis à côté. De la prison jusqu'à côté de lui. Tout ça, j'en parle dans mon livre Bâtisseur des Nations. Il y a un chapitre que j'ai consacré, j'ai intitulé « Les hommes du roi ». La qualité des hommes du roi détermine la gouvernance du roi. Donc, madame, messieurs, je vous invite à vous procurer ces livres capitaux. Merci. Bâtisseur des Nations. Bâtisseur des Nations. Voilà. Un livre qui est disponible à Kinshasa, dans les bibliothèques et notamment... Ils peuvent vous contacter. Donc, vous pouvez donner votre numéro si ça ne dérange pas. Comme ça, chaque personne qui en a besoin peut vous contacter. Plus 243 81 516 65 09. 243 plus 243 81 516 65 09. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Je rappelle que notre invité de ce jour, Dr Silas Mimile Makangu, spécialiste de questions liées à la géostratégie, à la géopolitique. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Dieu voulant. Inch'Allah. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Eh bien, c'est l'heure. Je ne cesserai de le dire qu'Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas de nous écrire et de nous contacter comme d'habitude. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Info 7. Et surtout, restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Au revoir.